Donc, j'invite Cyril à venir, Cyril Vido, qui travaille à l'ITSAP. Donc, l'ITSAP, c'est l'Institut technique et scientifique de l'apiculture et de la pollinisation, l'Institut de l'abeille. Donc, Cyril, on a la chance de travailler ensemble depuis 2013. Il est arrivé à l'ITSAP en 2013. Il est responsable de la thématique écotoxicologie à l'Institut de l'abeille. Et donc, on va commencer par parler des cires, de la qualité des cires. Et peut-être d'ailleurs qu'il serait logique que Claude enchaîne derrière, puisqu'on a deux présentations sur les cires qu'on a voulu un peu complémentaires. Donc si Magali Profit peut du coup basculer en troisième intervention, ça peut être pas mal. Ok. Merci Axel, bonjour à tous. Merci à l'ANSES pour cette invitation qui me donne donc l'occasion de présenter les travaux qu'on peut conduire à l'Institut de l'abeille avec le réseau des ADA et nos collègues de l'INRA et d'Avignon. Donc cette présentation, je l'ai appelée Cire d'abeille à la recherche d'une illusoire pureté. Donc j'ai l'impression que ça fait un peu aussi office de conclusion. Alors il faut appuyer bien fort, c'est ça ? Alors si on parle d'abeilles aujourd'hui, c'est peut-être, il faut rappeler que, si on parle de cire, pardon, aujourd'hui, c'est parce qu'il y a environ 170 ans, certaines personnes se sont dit que ce serait peut-être plus commode d'élever des abeilles dans des ruches à cadre mobile que dans des ruches à panier. Donc, ruches à panier, c'était des ruches dans lesquelles donc, les abeilles étaient élevées et on découpait les sections, donc elles formaient leurs rayons librement et donc ces rayons pleins de miel étaient découpés puis pressés donc, pour extraire le miel. Donc ça fait 170 ans donc, environ que ces ruches à cadre mobile donc, qui a donné lieu à l'apiculture mobiliste, en comparaison de l'apiculture fixiste. Donc qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet-là ? Alors, première chose peut-être anecdotique, mais qui, moi, m'a surpris, c'est qu'on a découvert plutôt tardivement que c'était la cire, que c'était l'abeille qui produisait la cire. D'Aristote jusqu'à Réaumur, on voit des listes de plantes sur lesquelles les abeilles allaient collecter la cire. Et c'est qu'aux environs des années 1750 qu'on a pu mettre en évidence que c'était bel et bien l'abeille qui fabriquait les écailles de cire. Alors, je me trompe de manette. Alors, à qui doit-on cette invention des ruches à cadre mobile ? On parle souvent des deux derniers, de Langstroth et d'Adam, mais d'après la littérature, le premier à avoir conçu des ruches à cadre mobile, c'était Petro Prokopovitch, donc un Ukrainien. Et on doit aussi l'évolution donc, de ce dispositif à un Français, donc Charles de Beauvois. Et donc dans le guide de l'apiculture, là que vous avez un extrait donc, sur la gauche de l'écran qui date de 1850 environ, on peut retrouver donc le petit dessin que vous avez en bas à droite, donc qui représente les premières ruches à cadre donc mises au point. Donc c'était des ruches à cadre mobile qui pouvaient être aussi, ces cadres mobiles pouvaient aussi être disposés donc dans des paniers pour faciliter donc l'élevage des abeilles et la récolte de miel. Alors, information qui peut être aussi intéressante à aborder, c'est le fait que la cire d'abeille, donc ça a été évoqué aussi un peu ce matin en introduction, la cire d'abeille a été utilisée au cours du temps pour de multiples usages. Elle était un bien précieux qui était rare, convoité, mais aussi qui était cher. Quand on regarde les niveaux de prix et qu'on compare le prix du miel et de la cire, jusqu'à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, le kilo de cire coûtait le double du prix du kilo de miel. Donc ça, aujourd'hui, on n'en est plus là, puisque c'est plutôt la cire qui est moins chère que le miel. Donc, dans ce document-là, qui est extrait des statistiques agricoles de la France publiées en 1929, ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient recensé donc, le nombre de ruches en France et ils avaient distingué donc, les ruches à cadre mobile des ruches à panier. Et vous avez donc les productions de miel et de cire associées. Et on voit bien qu'à cette époque-là, en fait, c'était l'apiculture fixiste donc, qui permettait
à l'apiculture mobiliste, donc qui est utilisatrice de cire, de fournir une grande quantité de cire. Donc dans l'exemple que j'ai en faisant un petit calcul simpliste, donc avec les productions de cette époque de cire, on pouvait équiper chacune des 588 000 ruches à cadre mobile d'environ 13,5 feuilles de cire gaufrée. À l'heure actuelle, si on considère que l'essentiel de la cire qui est utilisée pour fabriquer les feuilles gaufrées provient de la cire d'opercule, eh bien, en réalité, et qu'on considère que le rendement de cire d'opercule correspond à environ 1,5% de la production de miel, en réalité, aujourd'hui, on ne pourrait que équiper nos ruches que de 2,7 feuilles de cire. Alors, l'adultération, les deux problématiques qu'on rencontre en termes de qualité de cire, c'est l'adultération de la cire, donc le fait que cette cire soit coupée avec d'autres substances, et la contamination de la cire, c'est-à-dire l'imprégnation de celle-ci de manière involontaire par des substances chimiques. Alors l'adultération de la cire est une pratique qui ne date pas d'hier. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve dans la littérature apicole de nombreuses références justement à la falsification de la cire. Donc j'ai pris cet exemple, c'est un bouquin de Cowan, donc, qui était un apiculteur anglais qui a beaucoup contribué donc, par ses écritures au développement de l'apiculture en Angleterre. Ce bouquin date de 1911 et il s'intitule « La cire, son histoire, sa production, ses falsifications et sa valeur commerciale ». Et dans le chapitre donc, qui traite de la falsification, le chapitre commence par « Peu de produits sont aussi falsifiés que la cire d'abeille ». Alors, par quoi la cire peut-elle être adultérée? Alors j'ai choisi quelques exemples. Dans la littérature, on trouve comme agent de coupage, par exemple, des cires d'origine végétale, comme la cire de carnauba, ou la cire de jojoba, la cire d'ouricuri, et également la tristéarine. Alors la tristéarine, c'est peut-être elle, j'insiste, parce que c'est celle qui actuellement semble poser problème en termes de santé des abeilles. C'est un ester de glycérol, donc c'est un glycérol qui est estérifié par deux acides stéariques et un acide palmitique, et qui, lorsqu'il est présent dans la cire, a tendance à acidifier donc la cire, à faire augmenter son pH, et donc rendre finalement incompatible cette cire avec la survie des larves. Mais on trouve aussi d'autres types d'agents de coupage, comme la suif de bœuf, ou des cires industrielles, comme la paraffine, ou des cires microcristallines. Alors, là aussi, pour insister sur le fait que finalement, c'est l'adultération de la cire, c'est quelque chose qui ne date pas d'hier, il existe toute une littérature apicole qui est parfois négligée, à mon sens, donc des éditions régionales faites par les sociétés d'apiculture départementales, régionales, où il y avait la Société centrale d'apiculture aussi, qui publiait donc, la revue L'Apiculteur, ou ici, dans le syndicat du Limousin avicole et apicole, qui publiait un magazine qui s'appelait Bassecourt et Rucher, et dans lequel donc, il y avait des articles qui traitaient d'apiculture, mais aussi tout un tas de réclames. Et donc sur la droite, vous avez une de ces réclames, donc de la société Mathieu et Colleville, et sur laquelle on peut lire « Les apiculteurs savent que la cire gaufrée pure de tout alliage se fait de plus en plus rare, dit monsieur Alain Caillas ». Alain Caillas était un ingénieur chimiste qui était aussi féru d'apiculture et qui a beaucoup œuvré pour la filière apicole, notamment pour la caractérisation des miels et le travail de la cire. Donc l'adultération, voilà, ce n'est pas un problème récent, comme on a pu le croire il y a quelques années, en 2016-2017, quand il y a eu ces problématiques de cire adultérée qui provenaient et qui ont mis en péril certaines exploitations du Benelux et en France. Alors, la question s'est aussi posée, est-ce que finalement, les abeilles ne peuvent pas se débrouiller avec des cires falsifiées ou qui ne sont pas pures?
Et donc, dans la littérature, là aussi, on retrouve certains documents, et notamment des expérimentations qui ont été mises en place par le maître Adrien Perret-Maisonneuve, qui était un magistrat parisien, lui aussi féru d'apiculture et expérimentateur à ses heures. Et donc celui-ci, dans une note à l'Académie des sciences, avait pu démontrer que lorsqu'on mettait à disposition des abeilles d'autres substances que de la cire, donc par exemple de la paraffine, de la cire de carnauba, de la cérésine, etc., que celui-ci avait coloré préalablement, eh bien, les abeilles étaient capables de se défendre avec ce type de substances et de les utiliser pour étirer leurs rayons. Alors ce qui est intéressant, c'est que la parution de ces articles fit grand bruit dans la filière apicole parce que finalement, on considérait que c'était une aberration que de couper de la cire avec de tels produits. Alors qu'au même moment, et c'est dans un article dans lequel il se défend un peu, il leur fait part, justement, dans ses réponses, qu'aux États-Unis, au même moment, en fait, il existait des cires qui étaient coupées avec de la cire de carnauba, par exemple, et ceci était considéré comme une évolution technologique outre-Atlantique. Donc, parlons maintenant de la contamination de la cire. Alors, la contamination de la cire, les premiers travaux datent d'environ 1973. Publication date de 1977. Ce sont des chimistes américains qui avaient collecté de la cire auprès d'apiculteurs du Tennessee. Et ils avaient pu démontrer que déjà la cire contenait tout un tas de substances organochlorées, donc qui étaient des insecticides. Et puis, finalement, il y a eu assez peu de travaux là-dessus, jusqu'à l'arrivée de Varroa et à l'utilisation d'acaricides en masse dans les ruches. Et alors, la question s'est posée, finalement, est-ce que ces acaricides s'imprègnent dans les cires? Et donc, il y a eu tout un tas d'études qui ont été conduites et qui ont démontré qu'effectivement, donc, la cire pouvait s'imprégner très rapidement de substances comme le tofluvalinate ou le coumaphos. Alors, nous, à l'Institut, on pilote un observatoire des résidus de pesticides qui alimente notamment le dispositif de phytopharmacovigilance de l'ANSES et dans lequel donc, on fait ce qu'on appelle des suivis de colonies et donc au cours desquels on fait des prélèvements de différentes matrices apicoles, donc des prélèvements de cire et aussi des prélèvements de pollen et des prélèvements de nectar. Et donc, vous avez ici dans ce tableau les résultats, alors un extrait de notre base de données. Et donc, vous pouvez voir que finalement, la cire de corps, en tout cas, puisque les prélèvements sont faits sur les cadres de cire de corps, est la matrice qui est la plus contaminée. Donc les produits qu'on retrouve, vous avez le top 10 des substances qu'on retrouve. Alors là, dans ces analyses chimiques, on n'avait pas les moyens de rechercher la mitrase. Donc c'est pour ça qu'elle n'apparaît pas, mais il est très probable qu'elle serait apparue si on l'avait analysée. Donc vous voyez que finalement, on retrouve en tête toujours les acaricides apicoles, dans plus de 50% de détection, et avec les concentrations maximales, donc c'est la colonne de droite, les plus élevées. Et puis ensuite viennent des fongicides. Et puis, donc, vous en avez retrouvé 88 molécules différentes. Donc, en fait, on retrouve une grande diversité de produits, mais avec des fréquences de détection plutôt faibles. Donc là, je vais vous présenter les résultats d'un projet qui est en cours, qu'on est en train de terminer, qui est financé donc, sur des fonds de France Agrimaire et également Interapi, qui est l'interprofession apicole, et qui met en contribution tout un tas de collègues des ADA, donc qui sont les associations pour le développement apicole, de différentes régions. Et donc, ce projet a été animé par une collègue, Sarah Moreau, et je me devais donc quand même de faire part de sa contribution parce que c'est à elle qu'on doit finalement ce travail et les résultats que je vais vous montrer. Donc la démarche expérimentale était simple, c'était de constituer une base de données pour connaître quelle était la contamination et l'adultération de cire utilisées par les apiculteurs adhérents des ADA, qui sont pour l'essentiel des apiculteurs professionnels. Donc on a fait un appel à participation.
Les apiculteurs donc, nous ont envoyé des échantillons de cire gaufrée qu'ils utilisaient majoritairement sur leur exploitation. Et parallèlement à ça, ils répondaient à un questionnaire dans lequel ils nous donnaient des informations pour savoir s'ils étaient en conventionnel, s'ils étaient en biologique, si la cire venait de leur exploitation ou s'ils avaient acheté dans le commerce, si c'était de la cire d'opercule ou si c'était des cires de mélange. Bref, donc, tout un tas d'informations relatives aux échantillons de cire. Échantillon de cire qu'on a fait analyser par le laboratoire du GIRPA, avec une méthode multirésidu qui permet de détecter 501 substances, et par un laboratoire italien, le CREA, pour la recherche d'hydrocarbures de paraffine et de 13 acides gras. Donc grâce à ça, on a pu constituer une base de données et analyser, et réaliser des analyses statistiques descriptives qui nous permettaient de mettre en relation les résultats des analyses avec les différentes typologies de cire. Et c'est ça que je vais vous montrer maintenant. Alors, d'abord, peut-être rappeler que quand on reçoit un résultat d'analyse chimique, c'est une longue liste, une liste plus ou moins longue de substances au nom compliqué avec des niveaux de concentration. Voilà. Donc c'est assez difficile à interpréter et donc il faut des indicateurs synthétiques pour pouvoir un peu traduire ces niveaux de contamination. Donc on a choisi deux types d'indicateurs d'exposition, donc le nombre de substances, un indicateur assez simple, et la concentration totale, qui est la somme des concentrations de tous les produits que l'on retrouve dans les cires. Et puis un indicateur de risque, donc qu'on appelait ETR ou quotient de risque, qui lui prend en compte non seulement la concentration du produit, mais également sa toxicité, puisqu'on incorpore dans le calcul de ce quotient de risque l'ADL50, qui est la dose létale 50, c'est-à-dire la dose qui tue 50% des individus. Et donc plus le TR se rapproche de 1, plus on se rapproche donc de la dose qui tue 50% des individus. Alors sur les 349 échantillons de cire que nous avons pu collecter, donc voici un peu les niveaux de contamination observés. Donc on voit qu'en moyenne, les échantillons contenaient 4,7 substances et qu'on avait un nombre maximal de résidus de 19. Les concentrations totales donc oscillaient entre 0, donc il y a bien des cires qui peuvent être non contaminées, et 49 mg de substances par kilo, ce qui commence quand même à faire beaucoup. Donc les principales substances retrouvées, donc on a ici, par ordre décroissant, le tofluvalinate, donc à nouveau, retrouvé dans 65% des cires, le coumaphos dans 62% des cires, la propargite. La propargite aussi, c'est quelque chose qui est... je suis allé un peu vite, donc le coumaphos et le DMF, donc qui est le métabolite de l'amitrase qu'on retrouve dans 30% des échantillons. Donc ça, ce sont des produits qu'on introduit volontairement dans la ruche, sachant que le coumaphos est interdit en France, mais il est encore autorisé dans certains pays de l'UE. Et puis d'autres substances, dont je disais, notamment la propargite, qu'on retrouve quand même dans 42% des échantillons, avec des teneurs maximales de 30 mg par kilo, ce qui là aussi commence à faire beaucoup. Et c'est quelque chose qui est plutôt préoccupant parce qu'il n'est pas connu pour être utilisé par les apiculteurs. Et surtout, en fait, il y a très peu de données toxicologiques concernant l'effet de cette substance sur les abeilles adultes ou sur les abeilles sur le couvain. Résultat aussi intéressant, c'est que finalement, sur ces 343 échantillons, eh bien, on se rend compte que environ 52% d'entre eux contenaient de la paraffine. Donc, pouvaient être considérés comme adultérés. Alors, les concentrations moyennes étaient relativement faibles, puisqu'elles tournaient autour de 1%, mais on a quand même des échantillons qui montaient autour de presque 17%. Alors les résultats intermédiaires donc, qui n'ont pas été calculés sur l'ensemble des échantillons, donc, parce qu'en fait les analyses sont toujours en cours, on les a fait sur les premiers 180 échantillons qu'on a collectés. Donc la typologie des apiculteurs, donc sur ces 180 échantillons, il y en avait 112 qui provenaient d'apiculteurs en conventionnel, 58 en AB. 137 de ces échantillons étaient issus de cires produites sur l'exploitation, 22 seulement issus du commerce, et 118 de ces échantillons étaient produits à partir de cires d'opercules de os exclusivement.
Alors si on compare maintenant la qualité de ces cires, alors je vais passer vite, chaque fois vous allez avoir un diagramme avec comme le nombre de substances, celui d'après avec les concentrations totales et ensuite avec l'ETR. Donc on s'aperçoit que en AB, le nombre de substances, donc c'est là il est le plus faible, hein, il est environ 2 fois inférieur à celui qu'on retrouve en conventionnel. C'est à peu près le même profil pour la concentration totale. Donc quand on compare, c'est les valeurs médianes qu'on compare, on ne compare pas les valeurs moyennes parce qu'elles sont tirées vers le haut par les valeurs extrêmes. Donc on a préféré faire nos analyses statistiques sur les médianes. Donc on voit là aussi que de manière générale, les cires en AB sont 2 fois moins contaminées que les cires en conventionnel en termes de concentration totale. Et que le sont environ 14 fois moins que leur toxicité, hein, calculée selon l'ETR, donc est environ 14 fois inférieure à celle du conventionnel. Alors ce qui est intéressant là aussi, c'est de voir finalement en AB ou en conventionnel, on retrouve les mêmes molécules, avec des fréquences de détection qui varient. Le coumaphos, par exemple, on le retrouve dans 48% des échantillons en AB et dans 65% en conventionnel, ce qui est, on va dire, beaucoup, voilà, ce qui est fréquent, on va dire, dans les deux cas. Mais quand on regarde les concentrations moyennes, on s'aperçoit que le rapport des concentrations montre que quand même, on en retrouve en AB assez régulièrement. Par contre, les concentrations moyennes sont beaucoup plus faibles. Et c'est le cas pour quasiment toutes les substances là qui sont affichées. Donc maintenant, si on compare le mode de production par rapport, enfin, si on regarde les contaminations par les hydrocarbures, on voit que là aussi, en fait, on retrouve des hydrocarbures quasiment dans toutes les classes, y compris en AB, mais on n'a pas vu de différence statistique en termes de contamination entre ces différents modes de production. Si on regarde maintenant les résultats en fonction de la nature de la cire, c'est-à-dire si les cires provenaient de cire d'opercule ou de mélange, on voit là aussi qu'il y a des différences assez importantes. Alors pas tant en nombre de substances, voilà, c'est pas finalement le meilleur indicateur pour qualifier la qualité toxicologique des cires, c'est plutôt la concentration totale. Hein. Donc on voit par exemple que les cires d'opercule ont des concentrations 2,3 fois moins élevées que les cires de mélange et environ 14 fois moins élevées que les cires inconnues, c'est-à-dire qu'en fait c'est souvent des cires du commerce sur lesquelles on n'est pas capable de dire si c'est des cires produites à partir de cires d'opercule ou si c'est des cires produites à partir de mélange. Donc là aussi c'est un indicateur, hein, quand c'est ce qu'on dit aux apiculteurs voilà, qui ont fait ces présentations, quand vous ne connaissez pas l'origine de votre cire, abstenez-vous. Et là, l'ETR, là également, on peut voir qu'il y a des différences assez importantes en termes de risque toxicologique, où on voit que finalement le risque pour les cires issues de mélange est environ 3,6 fois plus élevé que celle issue de cire d'opercule. Les concentrations en hydrocarbures, là aussi on a pu voir des différences, donc toujours à la faveur des cires produites à partir de cire d'opercule. Ensuite, quand on regarde le critère provenance, c'est-à-dire quand on compare les cires gaufrées produites à partir de cires issues de l'exploitation des apiculteurs, c'est les apiculteurs qui sont autosuffisants, de ceux qui se regroupent, c'est ce qu'on appelait exploitation, c'est plusieurs, c'est les exploitations, c'est les cires qui sont issues d'un seul apiculteur. Apiculteur avec un S, c'est le premier boxplot, ce sont plusieurs apiculteurs qui se regroupent donc, pour mettre en commun leurs cires et la faire gaufrer. Vous savez que pour pouvoir gaufrer les cires chez les ciriers, voilà, il faut avoir une quantité minimum. Et puis les cires issues du commerce. Donc bon, le graphique parle de lui-même, hein, on voit que voilà, il vaut mieux utiliser les cires issues de son exploitation que d'aller dans le commerce pour se fournir en feuilles de cire gaufrée. Et donc là aussi, quand on regarde l'ETR, donc toujours pareil, notre indicateur de risque toxicologique, il est toujours à la faveur des cires issues des exploitations. Et on voit que ce risque est environ 240 fois moins élevé que le risque associé aux cires issues du commerce. Et si enfin on regarde donc les teneurs en hydrocarbures, là aussi, on se rend compte que même les apiculteurs qui sont autosuffisants, qui produisent, qui utilisent, donc j'insiste, la cire issue de leur exploitation, on peut retrouver des hydrocarbures de paraffine dans ces cires-là.
Et donc ce sont celles issues du commerce aussi dans lesquelles on en retrouve en majorité. Donc, pour résumer, vous avez ici un tableau qui compare, donc vous avez les différents indicateurs, nombre de substances, concentration totale, ETR-CIR, avec les différentes comparaisons, donc commerce versus exploitation, commerce versus groupement d'apiculteurs, et donc les différences observées. Donc on voit que finalement l'indicateur nombre de substances c'est pas le meilleur finalement pour qualifier la qualité toxicologique des cires. Hein. Voilà, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de substances finalement que ça traduit le plus la qualité. C'est plutôt la concentration totale et le TR qui permet de mieux discriminer les différentes qualités. Donc ce qu'il faut retenir, alors c'est le premier état des lieux on va dire en France réalisé à cette échelle-là. Sur des cires employées par des apiculteurs professionnels qui montrent que finalement les cires exemptes de toute contamination sont extrêmement rares, c'est possible mais quand même extrêmement rares, que lorsque c'est possible, il vaut mieux essayer d'être autosuffisant, hein, c'est-à-dire d'utiliser les cires produites sur son exploitation, donc ce qui est possible pour les apiculteurs professionnels mais beaucoup moins pour les apiculteurs de loisirs. Que les cires produites en AB sont relativement moins contaminées, ce qui témoigne quand même des efforts consentis par ces apiculteurs en termes de gestion de varroa et en termes d'emplacement des ruchers. Et que les cires d'opercule, donc on pense souvent les cires d'opercule ne sont pas contaminées parce qu'elles sont fabriquées, on va dire, au moment de l'operculation, ce qui est faux puisque l'abeille ne fait que recycler de la cire en majorité. Et donc ces cires d'opercule, elles aussi, donc bien qu'étant moins contaminées, peuvent aussi contenir des mélanges de pesticides. Et donc les perspectives, donc c'est de compléter cet état des lieux avec finalement les cires issues du commerce. Et quand vous avez vu les effectifs, ils étaient plutôt faibles dans notre échantillon. Et donc là, il y a l'ANSES qui a mis en place un groupe de travail sur la cire qui a démarré il y a environ 1 an, donc qui s'appuie sur les résultats du projet CIMECA. Et donc il y a une CRD qui est en cours là et qui visait donc à collecter dans le commerce et chez les ciriers donc des cires qui peuvent être potentiellement employés par les apiculteurs de loisirs et ça permettra donc de compléter cet état des lieux. Et non. Et donc, en dernière perspective, et ça va faire le lien avec le travail du professeur Sagerman et de son équipe, c'est que bon, maintenant, quand on connaît les niveaux de contamination des cires, eh bien, maintenant, il faut essayer d'identifier les seuils, hein, les niveaux de contamination à partir desquels, eh bien, finalement, ces cires deviennent préjudiciables pour la santé des colonies, afin d'écarter au cours du circuit de recyclage de la cire, celles qui, justement, ne sont plus compatibles avec les activités apicoles. Donc nous, à l'Institut, là, avec les collègues de l'UMT Prades, on a aussi mis en place un modèle qui s'intéresse qui essaie de faire un lien entre la contamination des cires et la mortalité du couvain. Et voilà, et je vous remercie pour votre attention. Merci Cyril. On a le temps pour quelques questions. Des questions courtes et des réponses courtes. La présence de propargite dans la cire. La propargite a été interdite en Europe en 2011. Mais on sait bien que dans des pays extra-européens, on a des comportements qui consistent à utiliser des pesticides en lieu et place des médicaments vétérinaires. Si on trace la propargite, ce qui sera intéressant à faire chez les ciriers, et de relier ça à des pays exportateurs de cire. Parce que derrière, il y a une autre chose qui est importante. C'est l'article 44 de la loi Egalim. La loi Egalim, elle interdit sur le marché français une production agricole qui a été réalisée avec des substances interdites en Europe. Si la propargite dans la cire témoigne de l'usage de la propargite en production de miel dans un pays étranger, ce pays-là, normalement, ne doit plus être présent sur le marché français. Je pense que dans la crise apicole actuelle, économique, c'est le seul outil dont on dispose réellement pour réduire les importations de miel d'Extrême-Orient en particulier. Je vous invite vraiment à travailler cette question-là. Ça serait très salvateur pour la profession qui souffre épouvantablement. Deuxième point,
Donc, dans vos analyses... Je me permets de répondre à votre premier commentaire. Donc, en effet, c'est un travail qui est conduit voilà, avec les ciriers, notamment, qui utilisent de la cire d'importation. Et donc, en effet, c'est plutôt les pays d'Extrême-Orient ou même asiatiques, voilà, dans lesquels on retrouve préférentiellement la propargite. Alors, le deuxième point que je voulais évoquer, je n'ai pas vu passer d'analyse de HAP dans vos analyses. Or, alors c'est un produit, c'est pas tout à fait de la cire, c'est la propolis. Aujourd'hui, le marché de la propolis française est complètement perturbé par la présence de HAP dans les propolis, avec sur un marché d'une production de 4 tonnes, 40 tonnes, je crois, 4 tonnes de propolis par an en France. Il y a un des industriels qui la travaille, qui vient de supprimer son approvisionnement français à hauteur de 2 tonnes. Donc je crois que cette question des HAP mérite vraiment une attention particulière. Alors, j'ai bien compris que ça jouait pas, enfin j'imagine que ça ne joue pas sur en tant que toxique sur les abeilles comme les autres produits, mais ça mérite quand même d'être regardé d'extrêmement près, ce truc-là. Parce que derrière, il y a aussi l'utilisation et la production des HAP par les apiculteurs dans leur manipulation. Tout à fait. Donc vous n'êtes pas le seul à nous faire remonter cette remarque, comme quoi c'est vraiment un sujet de préoccupation. Donc effectivement, c'est quelque chose sur lequel on souhaite travailler. Ce qui est nécessaire pour pouvoir y travailler, c'est le développement de méthodes analytiques validées qui permettent de regarder ces substances dans les matrices apicoles et notamment dans la cire. Et ce sont ces méthodes qui sont aujourd'hui un peu manquantes. Une dernière question. Oui, Jean Riondet, FNOSAD. Simplement pour aller dans le sens de vos préconisations, on peut supprimer la cire. Puisque avec les cadres à barrettes de Gérard Weiss ou bien les cadres à jambage, on a des possibilités de faire construire des rayons parfaitement solides, parfaitement utilisables et extractibles en machine pour le miel. Et nous, dans notre groupement, par exemple, nous n'utilisons plus de cire. Oui, mais effectivement, il y a beaucoup d'apiculteurs qui se sont mis à utiliser... Alors, on utilise toujours de la cire, mais celle-ci est produite directement par les abeilles. Et donc, oui, c'est une technique qui est de plus en plus utilisée par les apiculteurs, compte tenu un peu de leur frilosité, notamment les apiculteurs de loisirs qui ne souhaitent plus trop acheter de la cire dans le commerce. Après, il y a le coût lié à la production de cette cire pour la colonie, voilà, qui est... Alors justement, les données sont assez variables pour savoir combien d'un kilo de miel faut-il pour produire 1 kilo de cire. Les données de la littérature sont assez variables. Mais c'est souvent quelque chose, voilà, qui peut rebuter les apiculteurs de se lancer dans ce type de technique. Mais il faudrait peut-être affiner justement ces conversions sucre-cire pour pouvoir leur fournir des informations fiables et donc qu'ils puissent se décider sur des données confirmées. Merci beaucoup Cyril. Merci, on va laisser la place peut-être donc enchaîner si Claude Segerman veut bien enchaîner. Comme ça on continue de parler de la cire. Donc Claude est professeur à l'université de Liège. Ces travaux sont très inspirants pour nous, puisqu'en Belgique, ils ont une bonne expérience de l'analyse de la qualité des cires. Donc vous l'avez compris, on aura la troisième intervention de Magali Profi après celle-ci. Voilà, merci beaucoup pour votre invitation. Donc, je vais déjà dire sur ce quoi je ne vais pas parler. Donc, je ne vais pas parler d'HAP parce qu'en fait, on travaille dessus. Et je ne vais pas parler non plus de méthodes avancées, par exemple d'expression génique, pour voir en fait les doses sublétales. Donc, l'objet de ma communication, c'est la contamination de la cire de l'abeille. Quel risque pour les abeilles? Alors, j'ai associé différentes personnes avec qui je travaille particulièrement. Donc, Laurent Lennartz, Noémie Alagribi. Puis des gens un peu plus lointains, notamment en Équateur, puisqu'on travaille beaucoup sur les abeilles mélipones, Sophie Okana et Sarah Martin, et aussi Nathalie Steinauer, avec lesquelles on travaille aux États-Unis. Vous savez tous, évidemment, que l'abeille est indispensable pour les raisons qui sont énoncées juste à droite.
tout le monde connaît ça, mais c'est très important, et aussi le maintien de la biodiversité. Alors, problème suivant, c'est de savoir qu'est-ce qui est acceptable comme mortalité des abeilles, des colonies d'abeilles. Eh bien, vous voyez qu'en fait, ici, on a quelque chose, je ne pense pas qu'on s'est pointé, mais on voit très bien la ligne verticale. On voit très bien qu'il y a une cassure. En Belgique, c'est 10%. Alors, tout le monde dit c'est 10%, mais cette fois-ci, on le prouve avec des éléments factuels. Mais simplement, c'est aussi variable en fonction de l'espèce d'abeille, mais c'est aussi variable en fonction des pays et en fonction de l'acceptabilité de la société, en fait. Et donc ici, par exemple, sur votre droite, vous voyez une cassure à 15%, et ça, c'est un contexte, par exemple, d'abeilles mélipones en Équateur. Alors, si on regarde un peu les différentes valeurs en Belgique pour la mortalité, vous voyez qu'on est quasi chaque année, juste avant notre étude qui datait de 2021, chaque fois au-dessus du seuil. Donc c'est vraiment non acceptable pour l'ensemble de la population, ou en tout cas tous ceux qui s'intéressent à l'apiculture. Et donc il y a des causes multifactorielles. Ces causes multifactorielles, on voit qu'elles sont très diversifiées, très variables, la nutrition, les pathogènes, les pesticides, etc., mais aussi la façon de procéder. Et donc, notre première étude a été en fait d'essayer de voir en fait ces risques associés, et on a développé un outil pratique, directement accessible, gratuit pour tout le monde, dans le monde entier, qui concerne en fait d'évaluer ces pratiques apicoles et de pouvoir donner des conseils en temps réel avec un rapport en temps réel dans votre main, dans votre smartphone. Ça, c'est comment on a fait. En fait, on a travaillé évidemment sur la mortalité avec des enquêtes, pas en ligne, mais des enquêtes sur le terrain, de manière randomisée dans toute la Belgique. Et puis, on a des modèles de régression, des arbres de classification. Ça permet d'identifier les facteurs ou bien les substances indésirables. Et sur cette base-là, on peut construire l'outil. Donc, cet outil est disponible. Vous avez le lien ici. Alors, c'est un outil, pour moi, de première génération. Il va évoluer et on va doper cet outil bientôt. Je vais vous expliquer comment. Alors, on a des travaux miroirs. Ici, c'est un travail miroir qui s'est fait aux États-Unis. L'avantage des États-Unis, c'est le nombre incroyable de données qu'on peut avoir par rapport à mon tout petit pays qui est la Belgique. C'est microscopique. Et donc, on voit très bien ici, au milieu, vous avez l'index BPA, bonne pratique apicole, la mortalité hivernale. Vous voyez très bien que les pratiques apicoles ont aussi un impact sur la mortalité hivernale. Et on peut identifier tout à fait à droite les différents facteurs. On peut aussi optimaliser, ne pas mettre tous ces facteurs, allons chercher, on en a sélectionné jusqu'à 20-30. Et ces 20-30 facteurs sont représentatifs pour discriminer tous les apiculteurs. Donc ça a été publié avec les États-Unis. Et puis récemment, on travaille maintenant dans un index composite. On vient de découvrir un index composite où cet index inclut les bonnes pratiques apicoles. Il inclut également les mesures de biosécurité, parce que c'est très à la mode pour les abeilles, c'est peut-être les rencontres suivantes. Et d'autre part, il inclut également les aspects de conservation de l'environnement, puisque les abeilles mélipones sont extrêmement dépendantes de leur écosystème. Et donc on a découvert un index qui est inversement proportionnel aux mortalités des abeilles mélipones. Donc c'est extrêmement intéressant. Et donc ça va nous permettre de développer notre outil digital de deuxième génération par rapport au premier. Alors, j'aime bien cette image-là, mais par contre, je n'ai jamais pu le faire rire. Mais ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est l'inverse. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et donc, je vais essayer de montrer en fait 2 exemples pratiques où on peut utiliser un certain nombre de choses pour essayer de faire améliorer la situation. Donc, j'ai choisi 2 exemples. Un premier exemple que je ne vais pas décrire en détail. Par contre, je vais vous dire où trouver l'information. Mais c'est l'usage de scénarios d'exposition des abeilles aux contaminants en vue de fixer des limites d'action provisoire. On peut les appeler comme on veut, hein. Mais peu importe. Ce qui compte, c'est de pouvoir avoir on va dire un peu des critères qui permettent d'avoir des limites et pouvoir agir, pouvoir utiliser ces limites. Donc ça, c'est un travail qu'on a fait avec le comité scientifique de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire en Belgique. Et on a essayé de déterminer, on ne savait pas tout faire, on l'a fait pour, je pense, une vingtaine de substances. On a déterminé ces limites et on a donné la méthodologie pour y arriver. Et le deuxième exemple, c'est un exemple très intéressant puisqu'il
il nous a permis de découvrir et de mettre en ligne, gratuitement également, un outil digital en main, BitoxWax, qui permet, en ayant son rapport d'essai et en incluant les valeurs des résultats de l'analyse, d'avoir en temps réel un indice de toxicité de la cire dans sa main, dans son smartphone, mais également un rapport et en même temps des conseils d'utilisation. Alors cet outil, je vais montrer les résultats puisqu'il est utilisé dans le monde entier. La première fois que j'ai été revisiter ces données maintenant dans le cadre international. Alors le premier, c'est l'usage de scénarios d'exposition. Donc ça a fait l'objet d'une publication que vous pouvez retrouver ici, ainsi que l'avis complet. Vous pouvez le retrouver sur le site de l'AFSCA. Et ça a été publié dans Stoughton. Alors, c'est basé sur quoi, en fait? Je vais juste donner le principe. C'est basé sur des scénarios. Alors, on a un scénario, on a une cire. Quelle est une concentration X de la cire? Il faut tenir compte d'une migration. On ne la connaît pas toujours, donc on a fait des scénarios de supposition de ce qui pourrait se passer, basés notamment sur le log P, avec toutes les valeurs de log P, la plus extrême, la moins extrême. Et donc, on standardise tout sur une échelle de 100 et on utilise ça comme proxy de la migration. Mais maintenant, il commence à y avoir les premières publications qui indiquent comment on peut trouver aussi une méthodologie plus adaptée pour trouver ces critères de migration. Il y a les premières publications qui sortent à l'heure actuelle. Deuxième, donc le scénario 1, c'est la larve d'ouvrière en contact étroit avec la cire d'abeille. Le deuxième scénario, c'est la larve d'ouvrière qui consomme la nourriture ayant été en contact avec la cire d'abeille. Et le troisième scénario, c'est l'ouvrière adulte qui malaxe la cire pour l'étirer. On a pris 3 scénarios réalistes. Et sur cette base-là, je vous passe les formules, mais c'est aussi de nouveau basé sur la DL50, les taux de transfert, la durée d'exposition, la source d'exposition, etc. Et donc ce sont des modèles qu'on appelle mécanistes ou mécanistiques et qui intègrent, par exemple, pour le taux de migration, qui intègre cette échelle que je viens de vous expliquer juste avant, mais faute de mieux, il faut essayer d'utiliser ce qu'on a. Sinon, on ne fait rien et on n'avance pas. Alors ça, c'est simplement pour expliquer ce que je viens de dire juste avant. Et donc, on l'a fait pour aller en arrière, j'espère que c'est ça. Voilà, on l'a fait pour 22 substances, 22 pesticides. Et voici ces valeurs qui sont exprimées en milligrammes de substances actives par kilo de cire. Et chaque fois, on a mis le scénario qui a été considéré. Évidemment, on a pris le scénario qui était le plus dangereux. S'il y a 3 scénarios, qu'on évalue les 3 scénarios, il y en a un qui est plus dangereux, on prend cette valeur-là, évidemment, pour prendre la limite. Le deuxième outil, et là je vais m'étendre un petit peu, c'est l'outil BitoxWax, donc qui est basé sur le quotient de risque et qui permet d'estimer la toxicité d'une cire d'abeille. Donc, au départ, on avait des données dures, c'est-à-dire randomisées dans toute la Belgique, avec des gens sur le terrain qui ont fait les prélèvements humains, etc. Tout est standardisé. Un laboratoire unique qui teste toute une série de molécules. Et sur cette base-là, on a pu en fait développer l'outil. Développer l'outil, il faut aussi les valider avant de les mettre au point. Et puis après, on peut avoir le bénéfice des gens qui utilisent l'outil de manière anonyme pour essayer de retravailler les données pour avoir plus d'informations. Et vous verrez qu'il y a des informations très intéressantes. Alors, il y a surtout 2 voies importantes, 2 routes. C'est les contaminations environnementales, les contaminations dans la ruche, soit par les produits vétérinaires, soit par le recyclage. Et voici ce qui a été réalisé. Donc, on a une analyse randomisée sur toute la Belgique. On divise avec les différents types de cire. On teste 294 pesticides. Et on voit directement ici que les cires d'opercule, c'est la preuve par A plus B, elles sont effectivement moins contaminées que les autres. Et on a ciblé aussi par une analyse multicritères, mais aussi une analyse multivariée, mais aussi très complexe. On a pu identifier une molécule en particulier, le chlorphenphos, qui était vraiment toxique et vraiment lié à la mortalité dans notre pays. Et donc, on a développé l'outil BitoxWax. Alors, il est basé sur le quotient de risque. Donc, c'est la concentration du résidu de pesticide qui est divisée par la dose létale 50. Dans une version améliorée, on tiendra compte d'autres éléments et aussi
des synergies, pardon. Et dans le quotient par la voie topique, parce que ça va dépendre aussi des données de dose létale 50 qui sont disponibles, évidemment. Eh bien, dans la voie topique, vous voyez qu'il y a des valeurs qui permettent de dire qu'il n'y a pas de risque ou il y a un risque élevé. Et de la même manière, pour la voie orale, ben, ça semble moins élevé que la voie topique. Alors voici ce qu'on a obtenu pour l'encode randomisé avec des données dures, mais on voit, moi je suis daltonien, donc c'est pour ça que c'est noir, gris, etc. Mais on voit très bien que la cire d'opercule, eh bien, c'est plus fréquemment avec un nombre de pesticides plus faible, mais alors que par exemple d'autres cires, la cire recyclée, eh bien, ça permet d'avoir des nombres de pesticides présents dans l'acide beaucoup plus importants en termes de nombre. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est regarder un peu cet outil qui est disponible aussi gratuitement en ligne. Ne vous gênez pas pour l'utiliser. Alors, maintenant, j'ai regardé au 15 octobre, qu'est-ce qu'on avait comme données. Il faut que ça laisser un peu de temps aux choses. Ça ne sert à rien de commencer trop tôt parce que vous perdez de la puissance statistique. Donc, ici, on en a 424. Un formulaire complet, validé, etc. Et vous voyez qu'on a commencé fin 2020, ben, ça augmente en puissance et c'est la fin de l'année, les 3 derniers mois de l'année, de chaque année, où il y a le plus d'informations qui est générée. Donc on va dépasser évidemment les 178 cette année. Et vous voyez qu'il y a 25 laboratoires, enfin les données qui sont encodées proviennent d'analyses qui ont été faites dans 25 laboratoires différents. Alors, ceux qui utilisent le plus les outils, c'est les apiculteurs, donc ça c'est bien, et les ciriers, c'était notre objectif. Mais vous voyez aussi qu'il est utilisé dans des coopératives agricoles, des fédérations, des industries de la cosmétique, les pharma, etc., etc., et les instituts de recherche. Alors, au niveau maintenant des pays, vous voyez que j'ai mis en exergue les pays les plus importants, donc l'information, surtout Belgique et France, mais également un peu l'Italie, et puis d'autres, c'est beaucoup plus faible. Et puis, il y a aussi la possibilité de ne pas mettre son pays, parce que nous, ce qu'on veut, c'est les données, plutôt pour les analyser. Et si quelqu'un n'a pas envie de donner son pays, il n'a pas besoin de le donner, ou bien peut-être il ne le sait pas. Et d'autre part, on a l'origine, là, c'était pour rigoler. Et là, autre part, bon, l'origine, là, c'est intéressant, puisqu'on a divisé en 3. Europe, local, c'est-à-dire produit en Belgique, produit en France par exemple, ou bien pays tiers. Et donc on a des nombres intéressants qui vont être utilisés évidemment pour des analyses statistiques. Après on a le conventionnel, le circuit fermé et le circuit bio. Et puis on a le type de cire, soit en bloc, soit gaufré ou soit d'opercule. Et recyclé, on n'en a que 7, donc ça on va laisser tomber parce qu'au niveau de la statistique, plus vous avez des nombres faibles, plus vous allez trouver des différences, mais ça ne veut peut-être simplement rien dire du tout, parce que c'est une question de nombre. Voici ici la répartition du nombre de pesticides en abscisse et en ordonnée, le nombre de cires concernées. Donc on voit que le mode, il se trouve entre 3 et 6, mais vous avez très peu de cires où il n'y a pas de pesticides, et ça va jusqu'à des 17 pesticides différents. Alors j'ai remis ici un rang, en fait, du nombre de fois qu'une substance a été retrouvée en fonction des 524 échantillons. Donc vous voyez que les fongicides, le premier, là, c'est celui qu'on le trouve le plus, puis un acaricide, puis le tofluvalinate, le coumaphos, ça a été dit là tantôt. Vous voyez un peu plus bas, environ le 10e, la propargite. Voilà. Donc tout ça est disponible. Alors j'ai mis tous ceux où on a au moins 30 ici. On a vraiment tout le détail pour le reste. Ce n'est pas super important à ce stade-ci pour moi, puisqu'en fait, ce que je vous montre ici, ce sont des résultats provisoires. Après, on va faire des analyses multivariées, high-tech, etc. Et on va évidemment tout standardiser, mais on voit déjà des tendances très, très nettes. Ici, je regardais l'effet de l'origine. On voyait européen, local ou pays tiers. On voit que les pays tiers sont beaucoup plus... Là, à votre gauche, c'est le nombre de pesticides. À votre droite, c'est le quotient de risque. Alors, on l'exprime en log, simplement pour voir tout sur une échelle. On reconcentre tout. Et log plus 1, ce n'est pas plus 11, ça c'est plus 1, simplement parce que le log de 0, ce n'est pas possible de le déterminer. Donc, log de 0 plus 1, c'est 0. Donc, c'est
simplement une petite stratégie. Et donc on voit très bien qu'en termes de nombre de pesticides, ce n'est pas significatif, ça rejoint un peu ce que Cyril a dit. Mais en termes de log plus 1, là on voit que c'est significatif. On utilise un test sur les médianes comme Cyril, et puis après, évidemment, on passe à des régressions ordinales, dans lesquelles on peut démontrer à ce moment-là réellement ce qui se passe, parce qu'un test de Kruskal-Wallis, ça nous dit simplement les médianes sont différentes ou pas. On ne sait pas l'une par rapport à l'autre. Donc il faut passer à une régression ordinale, et là on voit très clairement que ce qui est produit localement est significativement inférieur aux autres types de production. Deuxième point, l'effet du type de cire. Donc, nous avons ici les blocs gaufrés, opercules recyclés, mais notez bien que pour recycler, c'est n égale 7. Donc, je suis très précautionneux quand j'utilise des valeurs très faibles en termes numériques. Mais globalement, ce qu'on remarque, c'est que c'est significatif dans les deux cas, tant en termes de nombre de pesticides qu'en termes de quotient de risque. Et on voit ici que dans le système, en fait, le premier cas, c'est-à-dire le bloc, va être pris comme référence et on va regarder chacun des autres par rapport à cette référence. Et on voit très clairement que la cire gaufrée est nettement plus contaminée que les blocs et que la cire d'opercule est nettement, statistiquement, très nettement moins contaminée en termes de nombre de pesticides, mais également en termes de quotient de risque. Et si on regarde le quotient de risque, mais vraiment, j'ai indiqué bien ici à droite en bas, n égale 7, donc je n'en tiendrai pas trop compte de cette valeur-là. On voit aussi que la cire recyclée est inférieure, mais on ne sait pas recycler de quoi, à partir de quel type de cire. On n'en sait rien, donc je pense qu'il ne faut pas utiliser cette donnée-là. Alors maintenant, on va regarder l'effet du mode de production, et là c'est hyper intéressant, puisqu'on a biologique, circuit fermé et conventionnel. Et là, on voit nettement une tendance extrêmement puissante. Donc, il y a vraiment le système biologique est plus faiblement contaminé que le circuit fermé et qui lui-même est moins contaminé que le circuit conventionnel, tant en termes de nombre de pesticides qu'en termes de quotient de risque. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Maintenant, on va évidemment faire du multivarié et déterminer exactement ce qu'il y a. Et donc, comme recommandation, je voudrais en faire plusieurs. D'abord, c'est une information sur les dangers, risques liés aux résidus de contaminants adultérants de la cire d'abeille, parce qu'on peut aussi ajouter les adultérants, et ça aussi c'est quelque chose que je ne veux pas parler parce qu'on n'a pas assez de temps, mais on a travaillé aussi beaucoup sur les adultérants. Alors, il faudrait, je pense, avoir une campagne de sensibilisation à propos de la qualité de la cire d'abeille et l'importance de son monitoring ou contrôle. Il faut une vigilance concernant les contaminations adultérants permettant d'anticiper les mesures à prendre. Cet outil est excellent parce qu'en fait, c'est un outil dans lequel on a des données mondiales. Donc, ça veut dire qu'on peut aller voir tel pays ou telle région où il y a des nouveaux pesticides qui apparaissent et éventuellement adapter sa surveillance ou éventuellement adapter son comportement ou son business network, etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Je pense qu'il faut aller vers des outils digitaux pour essayer de doper nos capacités et que ça ne soit pas lourd à faire, etc., etc. Ici, on pousse sur un bouton, on a tout. L'acquisition de méthodes d'analyse pour les contaminants adultérants en rapport avec le coût efficacité optimale. Un usage d'outils déjà disponibles pour estimer le potentiel toxique d'une cire et anticiper les risques. Évaluer les risques potentiels que représentent les contaminants adultérants de la cire d'abeille en se basant sur la biologie de l'abeille. Très important de connaître la biologie de l'abeille. Et les analyses de scénarios sont, à mon avis, quelque chose de très intéressant à promouvoir. La mise en place d'essais en conditions réelles de contamination et d'adultération les plus pertinents pour permettre de fixer plus formellement des limites qui tiennent compte de la santé apicole et de la santé humaine. Et puis l'optimalisation des méthodes, des techniques de stérilisation du gaufrage de la cire, parce qu'il y a vraiment un cruel défaut de quantité de cire disponible pour les apiculteurs. Ne pas oublier le contexte One Health, puisque maintenant il y a des autorités mondiales qui l'ont défini, donc il faut bien en prendre compte et tenir compte aussi, pas uniquement de la santé des abeilles, mais aussi de la santé des humains, parce qu'un adultérant pourrait contenir des contaminants qui ne sont éventuellement pas dangereux pour l'abeille, mais qui sont dangereux pour l'homme, qui pourrait être en contact de manière directe ou indirecte. Et donc ici, c'est une belle photo, je l'aime bien parce qu'il faut faire 20 km pour y accéder, à pied, parce qu'il n'y a presque pas de rue, mais là, je suis sûr qu'il n'y a quasi pas de pesticides.
Et le maintien de la santé de l'abeille nécessite une bonne formation, c'est essentiel, théorique et pratique, pas uniquement théorique, mais pratique. Une origine scientifique de l'information basée sur des lignes de preuve, des évidences, un travail collaboratif, et là, les agences d'avis ont vraiment un grand rôle à tenir, parce qu'ils peuvent mobiliser des experts indépendants, etc. Et puis, utiliser des outils innovants, et notamment digitaux, et essayer de définir un cadre normatif à créer ou bien à renforcer. Oups. Et là, simplement, je voudrais... l'abeille vous parle, hein, prenez soin de nous en soutenant la formation et la recherche scientifique. Et enfin, pour terminer, je voudrais lister tous mes principaux collaborateurs ou personnes avec qui je travaille et qui m'apportent énormément de motivation pour la suite. Merci beaucoup. Merci Claude. Merci beaucoup Claude pour cette belle présentation. On peut prendre quelques questions. Est-ce qu'il y a des questions? Moi j'en ai une. Comment vous travaillez avec les ciriers? Vous avez certains ciriers qui sont assez importants en Belgique, qui fournissent beaucoup de cire, notamment en France, en Belgique, en Allemagne. Est-ce que vous travaillez avec eux? Oui, en fait, il y a deux choses. D'abord, avec l'outil Bitoxwac, les ciriers l'utilisent. Mais nous, on n'a pas mis un label uniquement disponible pour les Belges. Donc il y a des Belges, il y a des Français, il y a plein de gens autour du monde qui l'utilisent. Tant mieux, c'est le but. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Mais dans l'outil, il y a déjà des conseils, etc. Donc c'est pour ça aussi qu'ils l'utilisent. Il faut trouver le bon compromis de quelque chose qui n'est pas trop complexe, mais pas trop simple, qui est juste, mais qui permet de répondre à un besoin des gens. Et je pense qu'on a un bon équilibre là. Et une deuxième chose qu'on fait dans le cadre de la cire, parce qu'on a des projets aussi en Belgique, hein, je ne travaille pas qu'à l'extérieur, même si c'est la majorité de mon travail, on travaille avec les ciriers pour deux choses. D'abord, on essaye de trouver maintenant des moyens de décontamination de la cire. Et puis, on travaille aussi avec des ciriers pour savoir comment leur process, avoir des prélèvements à chaque phase du process pour identifier les points critiques, des améliorations à faire ou à proposer, etc., etc. Donc, on travaille de manière main dans la main avec un certain nombre de ciriers très limités, ceux-là, hein, parce qu'il faut faire beaucoup de travail d'observation pour essayer de comprendre. Et toute notre compréhension permet de mieux réfléchir pour proposer des solutions. Et alors, on travaille aussi, comme je l'ai dit, pour essayer de trouver des solutions à la décontamination des cires, notamment avec des charbons actifs et des trucs comme ça. Merci beaucoup. Gilles, premier rang. Pardon. Oui, ok. Merci Claude pour cette très belle présentation. J'ai une question dans les procédés de décontamination sur lesquels vous travaillez, enfin vous ou d'autres équipes. Est-ce qu'il y a des procédés de chauffage particuliers? Parce que c'est vrai qu'on parle pas mal de charbon actif, de choses comme ça, mais c'est c'est toujours compliqué sur des matrices comme des cires. Je pose la question parce que sur certains produits phytopharmaceutiques, alors je pense en particulier à la chlordécone. On a des équipes qui ont travaillé sur notamment les traitements au micro-ondes qui n'ont pas les mêmes effets qu'une cuisson au four, par exemple, ou des choses comme ça. Donc la façon d'appliquer le traitement thermique peut avoir un effet. Alors après, est-ce que c'est un effet de volatilisation, de cassure des molécules, etc. On n'a pas encore complètement déterminé ça, mais il y a certainement des choses qui sont attestées dans ce domaine-là. Alors toutes les molécules n'ont pas les mêmes propriétés que la chlordécone, hein, évidemment, mais en tout cas, je voulais savoir s'il y avait des pistes là-dessus. D'abord, dans les pesticides, il y en a qui sont plus sensibles à la température que d'autres, etc. Mais ils utilisent surtout la température pour des genre agent de Locke, etc., hein, dans certains cas. Mais sinon, nous, on se fixe quand même sur en fait, c'est des charbothèques pour aller identifier les bons charbons et, si possible, des charbons commerciaux. Pour pouvoir déjà, tout de suite dans l'optique, OK, il faut faire de la discovery, trouver les bons, mais déjà dans l'optique opérationnelle. C'est-à-dire essayer d'avoir quelque chose qui pourrait être mis en place après. C'est surtout ça. Alors, on ne peut pas tout embrasser, surtout que nous, on a des budgets très limités. Hein. On est un tout petit pays. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus, donc c'est très compétitif. Mais donc, nous, on se limite à quelque chose parce qu'on a déjà une idée dans la tête. Et donc, c'est plutôt dans cette voie-là qu'on va.
Et puis on verra si ça marche, mais je pense que ça va marcher. Et évidemment, il vaut mieux avoir une cire propre et de la décontaminer après que l'inverse, hein, évidemment. Et ça... Oui, Étienne Calais. On attend avec impatience demain le résultat d'un procès à Orléans. On s'était porté partie civile il y a 2 ans. On avait gagné en première instance. Le Syrier avait été condamné à 250 000 euros pour défrayer 2 apiculteurs professionnels. Et donc là, le procès en appel a eu lieu le 30 octobre. Et je pense que toute la profession attend avec impatience que ces mauvaises pratiques cessent. Là, c'est un cirier qui a reconnu lui-même au tribunal qu'il avait utilisé, il manquait de cire, et donc il a utilisé des cires industrielles destinées à des cosmétiques en Espagne. Et donc, on espère quand même que... Et il a aussitôt arrêté de travailler avec lui quand on s'est porté partie civile, quand il y a eu intention d'un procès. Et je pense qu'il est nécessaire, comme ça, de faire comprendre à certains ciriers. Il y a des ciriers qui travaillent très bien, il y en a d'autres, et il en existe encore, il y a d'autres procès qui sont en cours. Et donc, il faut faire comprendre que tout le monde doit travailler dans le même sens. Je ne sais pas quel est votre avis. Mais je n'ai pas d'avis là-dessus, mais ce que je peux vous dire, et nous on travaille là-dessus sur d'autres systèmes, et on va l'intégrer dans le système des abeilles, c'est que je pense que quand on veut offrir des options de gestion à quelqu'un, on ne peut pas lui imposer nécessairement une voie. Donc c'est bien d'avoir une liste d'options de gestion et de voir l'acceptabilité, la faisabilité de chacune des options pour la personne. Et on a déjà des systèmes, hein. On est en train de les transformer en app. Donc en fait, on a des systèmes où on force le dialogue entre... Par exemple, on pourrait imaginer l'apiculteur et l'auditeur ou le conseiller de l'apiculteur, forcer le dialogue pour choisir des options ensemble, ça pourrait être appliqué à un cirier, et à ce moment-là, il choisit lui-même ce qu'il va faire. S'il le choisit parce que c'est faisable, acceptable pour lui, vous avez quasi la certitude qu'il va le faire. Donc en fait, on motive les gens à aller dans une direction et on les motive à explorer leur connaissance, en fait. Et je suis sûr que ça va passer, par expérience. Parce qu'avant, moi, j'ai fait quand même 20 ans de terrain. Nous avons une question au 3e rang également. Oui, vous avez évoqué le chlordécone. C'est quand même un pesticide abominable. Mais il y a une molécule chimique qui s'appelle la cholestéramine, qui est un séquestrant du chlordécone. Et c'est ce qui a été utilisé pour décontaminer les personnels de... Allied Chemical qui avait mis au point ce produit-là aux États-Unis. Et ça a permis de favoriser l'élimination du chlordécone par les selles. Mais ça, je pense que c'est une information qui peut intéresser beaucoup de monde. Et ce produit-là, il est vendu actuellement sous le nom de Questran. Et c'est un hypocholestérolémiant. Mais voilà. Comme vous avez évoqué le chlordécone, je vous donne la recette. Donc là, ce sera plutôt dans le volet humain. Et aussi très important, c'est qu'en fonction du type de pesticide, mais on ne sait pas tout montrer, c'est évident qu'on va avoir des patterns de pays d'origine. Et donc ça, ce sera aussi important, parce qu'il y a des pesticides qu'on n'autorise plus maintenant, mais qu'on les retrouve via le commerce des cires qui viennent peut-être d'un pays tiers, quoi, où c'est accepté. D'ailleurs, il y a des questions en ligne là-dessus. Bon, je pense qu'on a répondu à la plupart des questions en ligne, notamment sur le Coumaphos. Alors, je pense que vous venez d'apporter un élément de réponse sur le Coumaphos. Cyril aussi en a parlé. Le Coumaphos étant encore utilisé dans certains pays en acaricide, donc vient contaminer aussi nos cires, sur la décontamination également, et sur la propagie. Il y avait un autre produit, je crois, qui avait été cité. Oui, c'était ça, la propargite. Donc, alors, la 3e intervenante a des difficultés de connexion, toujours. D'accord. Donc, je meuble encore un peu, c'est ça ? Non, c'est bon ? D'accord. Bonjour, on va y arriver. Très bien. Bon, bienvenue de nouveau. J'espère que vous n'aurez pas de problème de déconnexion. Non, j'espère que cette fois-ci, ça ira. Je vais vous partager du coup ma présentation. Est-ce que vous la voyez ?
Alors, si vous la mettez en format Oui. diaporama, ça sera parfait. Voilà, exactement. Vous la voyez? Très C'est bien. très bien et J'espère on que vous, j'arriverai à et on vous vous entend faire très bien. la présentation avant que ça se déconnecte. Donc, vous voyez bien la présentation. Est-ce que vous voyez mon pointeur? Est-ce que vous m'entendez bien? On voit votre pointeur, on vous entend bien, on vous voit également, donc tout va bien. On a pris un petit peu de retard évidemment, mais on va enchaîner. Je vais essayer d'aller du coup un peu plus rapidement. Donc, je suis Magali Profit, je suis chargée de recherche au CNRS et donc je travaille au Centre d'écologie fonctionnelle évolutive à Montpellier. Et donc, je vous remercie de l'invitation pour présenter certains de ces résultats. Et donc, je vais vous parler ici d'une partie des résultats d'un projet qui a été financé par l'ANSES et qui cherche à déterminer les valeurs seuil d'exposition à l'ozone pour la résilience de la communication chimique entre plantes et insectes, plantes pollinisateurs plus particulièrement. Donc, au cours de cette journée, on a parlé de différents facteurs qui peuvent affecter la santé des abeilles. Par contre, un facteur dont on n'a pas trop parlé, c'est la pollution atmosphérique. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis le début de l'ère industrielle, les concentrations des différents polluants dans l'atmosphère, dans la troposphère en particulier, ont largement augmenté. C'est le cas pour différents polluants primaires qui vont être responsables en partie, donc qui vont être des gaz à effet de serre, donc qui vont être responsables en partie du réchauffement de la planète. Et ces différents polluants peuvent avoir des effets majeurs sur le fonctionnement des écosystèmes. Ils sont également, pour certains d'entre eux, les précurseurs d'autres polluants, secondaires, qui peuvent même être plus stressants que ces polluants primaires pour les écosystèmes. C'est notamment le cas de l'ozone, qui est l'un des polluants majeurs dans les régions rurales, près des grosses agglomérations. L'ozone, en effet, du fait de son fort potentiel oxydant, peut avoir des effets très importants sur la santé humaine, notamment sur le système respiratoire, et également sur la végétation, notamment sur la photosynthèse. Ainsi, suite à différentes études qui ont été menées sur la santé humaine et la végétation, des valeurs seuil au-delà duquel l'ozone peut affecter la santé ont été mises en évidence. Cependant, ces valeurs seuil ne prennent pas en compte l'effet potentiel que l'ozone peut avoir sur le fonctionnement des écosystèmes. Dans ces écosystèmes, les espèces, dans une grande majorité, interagissent via l'utilisation de composés organiques volatiles. C'est notamment le cas des interactions entre les plantes à fleurs et les pollinisateurs. Ainsi, ces pollinisateurs vont utiliser ces groupes de composés qui sont des composés organiques volatiles, que ce soit des pollinisateurs spécialistes ou bien généralistes. Or, un certain nombre d'études ont déjà mis en évidence que l'ozone peut avoir un effet sur chaque étape de la communication chimique entre plantes et pollinisateurs. Ainsi, l'ozone peut affecter l'émission des composés organiques volatiles par les plantes. En effet, dû au stress, pour limiter l'effet de l'ozone, les plantes vont produire des composés qui vont leur permettre de se protéger contre ce stress oxydatif. Mais un effet qui est largement peut-être plus connu en chimie de l'atmosphère, c'est l'effet de la réaction de l'ozone avec ses composés organiques volatiles dans l'atmosphère. Donc l'ozone va réagir avec ces différentes molécules dans l'atmosphère, mais à des temps variables, donc en fonction de la molécule. Et ces réactions vont induire la production d'autres composés secondaires. Ces changements vont donc modifier le signal chimique qui est émis lorsqu'il diffuse dans l'atmosphère et vont perturber l'attraction de certains pollinisateurs vers ces odeurs. Cela a notamment été mis en évidence pour le bourdon terrestre. Mais l'ozone, du fait de son fort potentiel oxydant, peut aussi avoir un effet sur la santé des abeilles et notamment sur la détection des composés organiques volatiles par les antennes des insectes, qui est l'organe en fait principal qui leur permet de détecter ce signal. Et c'est une partie que nous avons étudiée dans ce projet. Donc, d'une manière plus large, ce projet financé par l'ANSES
était une étude sur l'effet de l'augmentation de la concentration d'ozone sur chaque étape de cette communication chimique plante-pollinisateur. Mais ici, par souci de temps, je vais me focaliser plus sur ce que nous avons mis en évidence, sur l'effet direct que pouvait avoir ce polluant sur les pollinisateurs. Nous avons travaillé sur plusieurs systèmes d'études et un des systèmes sur lesquels nous avons travaillé est l'interaction entre la lavande fine, la lavande vraie, l'Envandula angustifolia et l'abeille domestique. Donc c'est un système de pollinisation très généraliste pour l'abeille aussi bien pour la lavande. C'est une interaction qui est répartie dans la région méditerranéenne et cette région fait partie des régions au monde où on retrouve les concentrations d'ozone les plus importantes. Donc, on retrouve très souvent des pics d'exposition à l'ozone. Alors, je ne sais pas si vous êtes vraiment familier avec la dynamique spatiale et temporelle de l'ozone, mais comparé à d'autres polluants tels que par exemple le CO2, c'est un polluant qui est très variable spatialement. Donc là, on voit une carte de la région méditerranéenne française avec le pic de concentration d'ozone d'une journée particulière, en allant donc on voit différentes couleurs, en allant d'une phase où on va avoir une faible concentration d'ozone, et plus on augmente donc du bleu au rouge, plus la concentration d'ozone est très importante. Donc vous voyez que c'est quand même relativement variable. La concentration d'ozone est également variable dans la journée, et on retrouve des pics en général autour de midi. Et c'est en été qu'on a les concentrations les plus importantes. Donc, pour vous donner une idée d'ordre de grandeur de concentration qu'on va retrouver en région méditerranéenne française, donc en moyenne en été, on a des concentrations qui sont autour de 40 ppb, avec des pics courants à 80. Le maximum annuel est généralement autour de 120 et le maximum reporté dans les 20 dernières années était autour de 200 ppb. Donc, ce que nous avons fait dans cette partie de l'étude, avec mon postdoctorant Fabien Desmar, nous avons cherché à déterminer l'impact de l'ozone sur les capacités olfactives de l'abeille mellifère. Donc, c'est une partie de l'étude qui a eu lieu en 2 projets. Donc, une partie était plus focalisée sur l'effet que pouvait avoir l'ozone sur la mémoire olfactive de l'abeille. Et dans une autre partie, nous avons cherché à déterminer l'effet que pouvait avoir l'ozone sur la détection des corps par les antennes. Donc, comme je disais, c'est vraiment l'organe principal chez l'insecte qui sert à détecter ces composés organiques volatiles. Donc, les protocoles que nous avons utilisés pour cela dans cette étude a été pour exposer les abeilles. Nous avons collecté à la sortie des ruches, puis nous les avons placés dans des tubes individuellement. Donc, voilà un peu le protocole un peu plus en détail. Donc, ils ont été placés dans des incubateurs pendant la nuit. Et ensuite, ils ont subi des phases d'exposition à l'ozone pendant 1 heure. Nous les avons exposés par groupe, donc différents groupes avec différentes concentrations. Donc, des concentrations réalistes de ce qu'on peut rencontrer en région méditerranéenne française. Donc, 0 ppb, 80, 120 et 200 ppb. Et les abeilles ont été testées soit directement après l'exposition, soit nous avons attendu 2 heures pour effectuer nos tests.